Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme à impact positif. Expérientiel est un podcast indépendant qui explore les leviers d'action nécessaires pour repenser le modèle actuel du tourisme et répondre aux défis futurs du secteur. Notre objectif est d'inspirer et de sensibiliser aux pratiques responsables dans le tourisme en partageant des exemples concrets de réussite et de défis à travers l'histoire de femmes et d'hommes visionnaires, engagés, qui partagent leurs recherches, leurs pratiques, leurs solutions, leurs doutes et leurs apprentissages. Ce sont de véritables passeurs d'expérience et de savoir. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer dans un lieu confortable et calme, et pourquoi pas en pleine nature, pour prendre le temps de découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Lionel, comment vas-tu ? Je vais très bien, François, merci, très très bien. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était il y a un peu plus de 2 ans pour parler d'Essentiel. Tu travailles sur un projet qui s'appelle One Provence. Tu peux nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, One Provence est un programme de marketing territorial, donc qui a pour ambition de faire la promotion locale, nationale, internationale de la métropole Aix-Marseille-Provence. Et donc, effectivement, je viens de passer un peu plus de 6 mois à monter une agence de marketing territorial depuis sa stratégie jusqu'au recrutement opérationnel de son équipe. Et on rentre dans une deuxième phase qui est le lancement et la mise en œuvre du plan d'action. Voilà. Comment ça se passe, ce changement de vie, de poste ? Parce qu'avant, je crois que c'était bien concentré sur Lyon et sa région, etc. Là, maintenant, tu passes du temps entre Lyon et Marseille. Comment ça se passe ? Ouais, ça se passe très bien. Enfin, moi, j'aime bien déjà changer d'univers. Alors ça, c'est un univers que je connais, puisque avant de rejoindre Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, j'étais quand même en charge du programme Only Lyon, qui est un programme de marketing territorial pour la métropole de Lyon. Donc, en fin de compte, je suis en train, entre guillemets, de faire la même chose. On fait jamais la même chose. Mais donc, voilà, je suis familier de cette matière-là. Et j'aime bien faire des allers-retours entre le tourisme, l'attractivité au sens large, dont fait partie le tourisme. Et puis voilà, un territoire aussi que j'affectionne, passer de la montagne à la mer, rencontrer d'autres personnes. Enfin voilà, je vais tomber sur des lieux communs, mais quand on le vit, pour moi, ça me régénère. Voilà. Et puis, la montagne et la mer, c'est des cultures différentes. Comment C'est, ça se passe ? ouais, oui, effectivement, c'est des cultures différentes. Après, il y a beaucoup de points communs de la part des gens qui vivent sur leur territoire. C'est à chaque fois on retrouve une fierté, et ça c'est juste extraordinaire. Et là, je dirais, on pourrait étendre le sujet sur toute la France, quel que soit l'endroit en France, même des endroits où nous personnellement on se dit tiens, j'irai pas vivre là-bas quand même. Tout le monde est fier de son territoire. Et les programmes de marketing territorial, ça passe aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup par la fierté. Alors, la fierté émotionnelle, voilà, on ne sait pas pourquoi, mais on est attaché à notre territoire. Et puis aussi la fierté rationnelle. Et le marketing, justement, des territoires vise à enrichir les démarches, faire en sorte qu'il y ait du fond derrière et que ce soit pas simplement un exercice de style ou de communicant avec une belle marque, un beau lancement, et puis on s'arrête là. Il y a beaucoup de fond derrière, il y a véritablement une vision stratégique de son territoire, ses forces, ses faiblesses, une ambition, là où on veut l'emmener, comment on l'emmène. Et puis après, très souvent, il y a pour les cellules de marketing territorial, il y a un travail de forme, de révéler, de rendre visible l'invisible, souvent je dis ça, ou alors de faire savoir les savoir-faire actuels et futurs. Voilà, donc c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Tu dois découvrir pas mal de nouvelles choses, etc. C'est un apprentissage permanent. Ouais, c'est un apprentissage permanent. Et puis, ce qui est génial dans ces fonctions, c'est que tout de suite, on rentre en contact avec les décideurs, avec les réseaux au plus haut niveau. Donc, on appréhende les choses quand même très, très rapidement auprès des leaders d'opinion. C'était vrai pour Lyon, c'est vrai aussi pour Aix-Marseille. C'est des démarches qui sont cooptées, financées, administrées par les présidences des métropoles, par le département, par la chambre de commerce, par les syndicats patronaux, par les universitaires, par les éléments structurants comme le port, l'aéroport. Voilà, donc tout de suite, on est
on prend vite pied avec le territoire, très très vite, de par ce niveau de contact aussi. Malgré cet emploi du temps bien chargé, tu as une autre activité, c'est du bénévolat. Tu es président du fonds de dotation pour un tourisme engagé qui s'appelle Essentiem. Alors, Tout on à en fait. avait parlé il y a un peu plus de 2 ans parce que c'était tout au début. Là, vous célébrez les 3 ans d'existence de ce fonds de dotation qui regroupe plus de 500 mécènes et qui a réussi à rassembler plus d'1 million d'euros, c'est ça? C'est tout à fait ça. Oui, oui, oui. Une belle, un très beau développement. 500 mécènes, on peut dire c'est complètement dingue hein, en nombre. Hein. C'est vrai que c'est très important. Après, on a nos mécènes, les mécènes partenaires fondateurs qui nous ont fait confiance au début, qui est le noyau dur, qui reste le noyau dur. Et puis après, effectivement, il y a eu de multiples initiatives, donc de multiples mécènes. Mais on va revenir sur ce sujet. Oui. Alors, tu peux nous rappeler justement quelle est la raison d'être de ce fonds de dotation essentiel? La raison d'être, elle est simple, hein, c'est accompagner les transitions dans le tourisme par l'intérêt général. Voilà. Tout le monde, tous les acteurs du tourisme aujourd'hui parlent de tourisme durable. C'est même, non seulement ils en parlent, ils agissent, c'est un prérequis aujourd'hui. Euh, Mmh. pour autant, c'est un prérequis qui est traité pour des raisons sous la sphère, je dirais, économique. Alors, je vais m'expliquer parce que je voudrais pas qu'il y ait de raccourci dans mon propos. Euh, c'est qu'aujourd'hui, l'intérêt général vise à ce que on puisse mener des projets de manière désintéressée. Voilà, c'est pas la même chose que quand vous êtes un acteur économique, que vous traitez la durabilité, à la fois pour des raisons, je dirais, de responsabilité, parce que les entreprises ont des responsabilités par rapport à ça, mais également pour des raisons économiques, parce que ça peut vous pouvez avoir des gains de coûts à terme, parce que vous pouvez faire des propositions de valeur vis-à-vis de vos consommateurs qui correspondent plus à leur aspiration. On n'est pas dans l'intérêt général. Et donc Mmh. la particularité, je dirais, d'Essentiem, c'est d'œuvrer dans ce monde du mécénat, des fondations, des fonds de dotation. Ce n'était pas partie gagnée, puisque je rappelle que autant il y a des filières qui sont complètement éligibles depuis longtemps aux politiques de mécénat, la culture, le sport, l'éducation, autant le tourisme, vu par l'administration fiscale, est une filière qui est extrêmement importante et qui est stratégique pour la France, hein, on le sait tous, aussi bien en poids dans notre économie qu'en création d'emplois, et donc qui est vue comme une filière économique mercantile. Et c'est la raison pour laquelle, avant d'arriver à la création du fonds de dotation Essentiem, on a travaillé avec des spécialistes et notamment des juristes pour trouver les bons angles pour expliquer on doit faire de l'intérêt général dans le tourisme, qui a vraiment des causes, on va en reparler. Et donc du coup, voilà, la particularité d'Essentiem, pour revenir à ta question et pour préciser, c'est un fonds de dotation, donc c'est un outil qui permet de mener des projets d'intérêt général pour accompagner la transition dans le tourisme. Et avec le gros avantage que ça peut offrir à la fois aux individus et à la fois aux entreprises, c'est l'abattement fiscal. Voilà. La France a une politique fiscale extrêmement incitative dans beaucoup de secteurs pour faire en sorte que on puisse effectivement faire appel à la générosité des entreprises et du grand public. Alors, quelles sont les spécificités et les domaines d'intervention de ce fonds de dotation, justement? Vous agissez sur quoi? Alors, on a deux axes stratégiques. Le premier axe, c'est un axe qui est ce qu'on appelle les grandes causes nationales. Et là, c'est la gouvernance, le conseil d'administration d'Essentiem qui décide de mener telle ou telle action. Je vais prendre trois exemples. Premier exemple, c'est dans le tourisme social, dit l'accès aux vacances et aux loisirs pour tous. Je réouvre une parenthèse, je crois. Je pense peut-être qu'on en avait parlé il y a un peu plus de 2 ans maintenant, mais je réouvre cette parenthèse qui consiste à dire que aujourd'hui, c'est quand même le secteur qui est pas suffisamment revendiqué, traité par la filière du tourisme. On se soucie plus de notre impact sur le monde végétal, animal, que sur l'humain. Ouais.
Ça va de mieux en mieux et notamment on voit une très belle accélération ces quelques mois sur ce sujet. Non pas qu'il n'y a pas des opérateurs qui traitent le point, il y a toujours eu des opérateurs historiques, notamment l'Association nationale des chèques vacances, différentes associations avec qui nous travaillons depuis quelque temps. Mais quand on écoute les discours des uns et des autres, les prises de parole qui sont fortes sur la durabilité dans le tourisme, ce volet social n'est pas celui qui est le plus développé, loin de là. Et pour autant, on est sur une réalité. Si je suis un peu caricatural, 40% de nos concitoyens ne partent pas en vacances. Bon nombre, 2 tiers d'entre eux, c'est véritablement pour des raisons économiques. On est un pays qui est une des toutes premières destinations touristiques au monde. Donc il y a une espèce d'aberration entre avoir ce poids économique, se vanter de cette position, et par contre regarder 1 tiers des Français qui ne peuvent pas accéder à ce secteur qui nous est cher. Donc cette aberration, nous en tout cas, on en a fait un cheval de bataille dès la création des 100e. Et c'est pour ça qu'on s'est rendu visible au tout début par des opérations comme la montagne à 1 euro, qu'on a monté avec la NCV dans le cadre de leur opération départ 18-25, 25 ans. On s'est rendu visible en envoyant des centaines et après on a dépassé les milliers de personnes, de familles défavorisées pour partir en vacances avec un opérateur qui est Vacances Ouvertes. Et donc on s'est illustré par ces grosses opérations. En tout cas, on a fait en sorte que commencer notre combat, entre guillemets, sur ces sujets-là. J'ai une question pour toi, Lionel. Oui. Ce chiffre de 40%, malgré toutes ces actions que vous mettez, ce chiffre de 40% n'a pas l'air de diminuer. Est-ce que ça veut dire que justement, d'un aspect social, la précarité ou l'accessibilité aux vacances et aux voyages devient de plus en plus difficile par rapport à des phénomènes comme on vit actuellement, l'augmentation du coût de la vie, etc., des problèmes aussi peut-être de trouver de l'emploi, etc. Ou Bon, évidemment, il va pas aller en s'améliorant, pas dans les prochains mois, peut-être pas dans les prochaines années. Bon, ben, pour autant, encore une fois, nous on veut garder beaucoup d'humilité sur le sujet. On est une goutte d'eau dans un océan. Moi, je veux pas être le chevalier blanc du sujet, alors que depuis des années, il y a beaucoup d'opérateurs. Les petits frères des pauvres, même les restaurants du cœur ont une branche aussi sur ce sujet-là. Donc voilà, ça serait faire offense aux bénévoles, à ces associations, à ces gens engagés, que déjà de porter un discours moralisateur sur le sujet ou voilà. Mais on veut prendre juste notre comment dire part de responsabilité. Et notre part de responsabilité, c'est vis-à-vis des opérateurs touristiques qui véritablement se sont développés dans la filière du tourisme, qui est de dire, OK, à l'occasion, puisque maintenant tout le monde parle de transition dans le tourisme, essayons de traiter les 3 volets en même temps, essayons d'accorder autant d'importance. Et donc déjà, nous, notre rôle, c'est de faire valoir que ce sujet-là n'est pas suffisamment traité aujourd'hui, et que ça va de mieux en mieux. Moi, je suis très positif par rapport à ça. Je le suis vraiment. Ça va de mieux en mieux. Il y a une accélération ces derniers mois. Et j'en veux pour preuve aussi des initiatives qui sont prises par un de nos partenaires, membres du conseil d'administration, qui a la région Occitanie, qui a créé un fonds dédié, on en reparlera, et son premier combat, pour pas dire son ultime combat, porte sur l'accès aux vacances et aux loisirs pour tous. Voilà. C'est pas bon espoir, c'est que ça va le faire, ça va le faire. d'accord. Et est-ce que vous arrivez à mesurer justement ces personnes qui, d'un seul coup, ont accès au voyage, l'impact que ça peut avoir sur leur état d'esprit, sur leur morale, etc. Clairement, là aussi, je suis pas le mieux placé pour parler socialement parlant, euh, l'impact que ça peut avoir. Alors, je dirais pas l'accès au voyage parce que on a l'impression que c'est presque élitiste. Ces gens-là, on les envoie pas au voyage. Ces gens-là, des fois, on les envoie à 100 kilomètres de chez eux, mais on leur offre on rétablit une fracture sociale qui passe aussi par l'accès aux vacances, aux loisirs. Je veux dire, quelle fierté à un moment donné pour une mère de famille, pour un père de famille, qui est de dire aussi
moi aussi, je suis parti en vacances. Moi aussi, j'ai emmené les enfants à la mer. Moi aussi, etc. et tout. Même si c'est le temps d'un week-end. Donc là aussi, je veux pas tomber dans une espèce de discours larmoyant. Mais oui, pour répondre à ta question, et si ça peut être l'objet d'un podcast, hein, je Ah peux ouais. te mettre en lien avec des personnes qui sont très pointues sur le sujet et qui vont vous expliquer que l'accès aux vacances et aux loisirs, c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question d'éducation, d'une part. Et d'autre part, il y a un bienfait qui est juste extraordinaire de jeunes qui reprennent confiance en eux, parce qu'on a tous vécu le temps des vacances, qui est aussi un temps de d'introspection quelque part, de tiens, on fait un arrêt sur image. Souvent, on arrive à la rentrée et puis on pense à son avenir. Potentiellement, on prend des décisions différentes parce que ça a été un moment donné où voilà. Et ça, c'est valable pour tous. Ah Et, ouais. et on a observé bon nombre de jeunes, notamment, qui reprennent confiance en eux, qui ont pris goût parce qu'ils ont eu ce temps-là, de dire, ben moi aussi, plus tard, je veux pouvoir payer des vacances, je veux pouvoir payer un accès au loisir à ma famille, à mes enfants, etc. et tout, et qui partent sur une nouvelle dynamique. C'est aussi de la fracture sociale parce que, notamment des opérateurs comme Vacances Ouvertes font que quand les familles partent, ce sont des familles d'un même quartier. Et ces gens-là vont prolonger le temps des vacances. C'est-à-dire, elles vont prolonger ce lien si particulier qu'elles ont créé pendant ce temps-là. Et du coup, il y a une nouvelle vie au sein d'un quartier qui peut s'installer parce qu'à un moment donné, elles ont le temps de 3, 4, 5 jours. On n'était pas en train de parler de 15 jours. Elles ont tissé un autre lien et elles ont un autre regard. Et du coup, ça réduit fortement effectivement des différences. Donc, la valeur, et ça a été mesuré, des sociologues pourraient en parler beaucoup mieux que moi, et donc c'est pour ça que quand on parle de cet accès-là, on parle de cet enjeu, c'est pas du tout l'enjeu que des gens comme moi qui avons les moyens de partir en vacances, je me dis tiens c'est une espèce de parenthèse, de repos dans mon monde trépidant. Non non, c'est pas ça. L'enjeu c'est pas juste ouvrir une parenthèse. L'enjeu, c'est je réduis cette différence qu'il peut y avoir entre des personnes qui peuvent partir et des gens qui peuvent pas partir, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il y a un bénéfice durable à cette action. Et c'est pas parce qu'on pourrait se dire, mais c'est un trou sans fin. Bien sûr qu'il y aura toujours une différence. Ça revient sur ta question des 40%. Non, ce taux, il va pas s'améliorer dans les jours à venir ou dans les mois à venir. Et pour autant, est-ce qu'il faut baisser les bras? D'accord. Et puis, est-ce que c'est un puits sans fond? Au fin de compte, chaque année, il faut financer pour des personnes qui n'ont pas les moyens leurs vacances. Donc, tu te dis, c'est un puits sans fond. Eh ben non, c'est pas un puits sans fond, parce que ce premier accès, il va donner une énergie, une reconnaissance, un déclic qui, pour un certain nombre, va permettre de avoir une nouvelle trajectoire. Voilà. Super, super. Et j'accepte ta proposition de me mettre en contact avec des personnes, justement, des sociologues que tu disais, qui peuvent justement Je pense mesurer à l'impact. quelqu'un qui est intarissable sur le sujet, qui est très pointu. Et donc, pour revenir à ton point, donc ça, c'est l'illustration des grandes causes nationales. Hein, je reviens à ta question de base. Quelle est la stratégie des centièmes? Donc, les grandes causes nationales, je te l'ai illustré par 2 opérations dans le domaine du tourisme social. Pour autant, Essentiel ne doit pas être juste sur ce sujet-là. Donc, il y a quelques mois, on a lancé un programme qui est mécéné par Airbnb, qui s'appelle Montagne Durable. Et là, pour le coup, où on vient sur la partie environnementale et sur un des enjeux qui est l'enjeu donc d'impact d'émissions de gaz à effet de serre du tourisme, où on sait très bien que ça vient de 2 facteurs. C'est le transport, voilà, la façon d'accéder à son lieu de vacances. Et la deuxième chose, c'est le bâtiment, c'est l'impact énergétique des logements. Voilà. Et quand on fait un zoom sur la montagne, c'est encore plus criant, et notamment puisque effectivement bon nombre de complexes immobiliers, comment dire, d'opérateurs immobiliers sont aujourd'hui ont un vrai défi pour se mettre aux normes énergétiques, tout simplement, et pour, je dirais, accompagner cette transition. Et donc, le programme Montagne Durable, il travaille sur 2 volets. Le premier volet, la première ambition, c'est de permettre de former, de sensibiliser, de former 1000 opérateurs touristiques indépendants dans la transition énergétique.
Donc très très concrètement, ça veut dire qu'il y a des programmes de formation qui sont mis en place en présentiel, en distanciel, sous forme de QCM. Voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est très très complet. Normalement, ça doit pouvoir répondre à toutes les envies ou à toutes les disponibilités. Et donc, à l'issue de ces programmes, les personnes doivent se dire, voilà ce que je dois faire, voilà dans quel ordre je dois agir, voilà qu'est-ce qui, les dispositifs existants et notamment les dispositifs financiers, parce que là aussi, on peut s'y perdre. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif, former 1000 opérateurs, 1000 acteurs touristiques indépendants. C'est pas, on n'est pas là pour former, je sais pas moi, le groupe Accor ou je ne sais quel grand opérateur. Mais le tourisme, c'est aussi des milliers et des milliers et des milliers de petits opérateurs touristiques qui n'ont pas justement le support des grandes chaînes qui, elles, savent parfaitement ce qu'il faut faire et ont aussi les moyens, y compris financiers, de le faire. Voilà, on s'adresse aux petits opérateurs, en tout cas autonomes et indépendants. Deuxième volet de ce programme Montagne Durable, c'est financer de la rénovation énergétique de lieux touristiques d'intérêt général. Voilà, ça peut être un gîte qui accueille des classes de gamins défavorisés, ça peut être un centre culturel slash touristique, ça peut être, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Et donc là, on vient avec de l'argent sonnant et trébuchant. C'est des sommes entre 6, 8, 10 000 euros qui viennent compléter des aides existantes pour pouvoir rénover de manière énergétiquement parlant ces bâtiments. Voilà. Alors, j'ai un gîte, moi, par exemple, dans le fin fond du Var. Comment je fais justement pour pouvoir bénéficier de ce financement? Je dois faire d'abord la formation et puis ensuite. Alors, toi, tu pourras utiliser le premier volet, c'est-à-dire être formé. Voilà. Même si ça s'adresse aux opérateurs de montagne, pour autant, c'est pas grave. Je veux dire, c'est quand Ouais. même des formations. Voilà, il y a des webinaires, etc. et tout. On n'est pas en train de checker. Si, voilà. Mais je te le dis. Donc, toi, tu pourras accéder à cette partie du programme. Tu ne pourras pas accéder à la deuxième partie, au financement que nous proposons par le mécénat d'Airbnb. Tout simplement parce que j'imagine que ton gîte, sauf si je peux me tromper, mais il y a un modèle économique derrière. Tu Ouais, dois le tout à louer, fait. Ouais. voilà. Et donc, du coup, tu n'es pas éligible aux politiques de mécénat. Voilà. D'accord. Et c'est une bonne question que tu me poses parce que du coup, ça permet de traduire qu'est-ce qui est d'intérêt général et qu'est-ce qui l'est pas. Et Hmm. là, c'est pas toujours évident. Il y a des grandes lignes, hein, voilà. S'il y a un modèle économique associé à l'opérateur, on fait pas du don. On peut pas soutenir par du don, donc avec une incitation fiscale, un opérateur qui aurait un modèle économique, notamment pas sur ce volet-là. Voilà. Mais par D'accord. contre, tu as des centres de vacances qui peuvent être détenus par une mairie et qui régulièrement sont là pour, à des conditions très avantageuses, accueillir des gamins issus de milieux plus défavorisés, etc., etc. Ça, c'est de l'intérêt général. Voilà. Et donc ça, on peut financer une partie de leur rénovation énergétique. Ok, super, très bien. Voilà. Donc, les grandes causes nationales, je reviens, Ouais. illustrées par ces exemples de tourisme durable au sens accès aux vacances pour tous ou sur l'impact environnemental. Et deuxième pilier stratégique qui est aussi, voire plus important que le premier, c'est ce qu'on appelle le mécénat de proximité, c'est-à-dire de permettre à des territoires, quelle que soit leur taille. Hein, ça va depuis une ville, une région, un département, ça peut être une nation, en tout cas en France. C'est également pour les filières, pour les syndicats ou pour des opérateurs privés. Aujourd'hui, Essentiem peut être leur véhicule juridico-financier pour pouvoir monter des programmes et des opérations d'intérêt général faisant appel à des politiques de mécénat. Voilà. Alors, tu me disais justement quand on préparait cette émission que vous, quand vous avez lancé Essentiem, en amont, il y avait c'était extrêmement complexe, qu'il y avait des questions juridiques, etc. Et donc, ce service que vous proposez, c'est pour faciliter la tâche à toute personne dans des territoires qui souhaitent développer un fonds de dotation, c'est ça? Alors, c'est plus que leur faciliter la tâche. Déjà, c'est de leur dire, il y a une nouvelle opportunité. On passe beaucoup de temps à expliquer ce sujet-là
aux offices du tourisme, aux comités départementaux, aux comités régionaux, à des filières, parce que, je te le disais, il y a 3 ans, le véhicule n'existait pas. Mm. Et que ce n'est pas du tout un réflexe, à juste titre, de se dire, tiens, et si on faisait appel aux politiques de dons, aux politiques de mécénat? Si tu étais en train d'interviewer un acteur culturel, il te dirait, mais ça fait longtemps qu'on fait ça. Le monde sportif, ça fait longtemps. Les opérateurs touristiques, hormis ceux qui ont créé des fondations, hein, on n'a pas inventé la fondation. Club Med a une fondation depuis, je crois, les années 60, je voudrais pas dire de bêtises, 1960. Donc, il y a des vieilles fondations dans le tourisme. Par contre, de donner un nouveau champ, parce que stratégique, pour des opérateurs, notamment ceux que je connais bien, qui sont les organisations en charge de la promotion touristique, de leur dire, vous savez, votre métier, vous pouvez le voir aussi sous un autre angle, vous pouvez aussi utiliser l'intérêt général pour pouvoir faire votre métier, pour pouvoir enrichir votre mission. Et c'est quand même l'origine des Centièmes. Hein. Les Centièmes est né chez Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, je connais le sujet, qui était de dire, on a lancé la vision du tourisme bienveillant, ne soyons pas juste dans la bonne parole qui pourrait friser la démagogie, soyons aussi concrets. Qu'est-ce que l'on peut faire? Comment on peut être un acteur du sujet? Et on a créé Essentième, on a créé un fonds de dotation. Et comme on souhaitait apporter une contribution qui allait dépasser largement le cadre du territoire Auvergne-Rhône-Alpes, on a dit dès le début, ça sera un fonds de dotation national. Et on va lui donner un autre nom, il s'appelle Essentième, et on va aller chercher des administrateurs et partenaires mécènes fondateurs de gros calibre. Donc on a Club Med, on a VVF, on a Domaine Skiable de France, on a l'Occitanie, on a Webedia, on a comment dire Vacances aussi? 2A, on a bien sûr Vacances. Donc on a on a Transdev, des opérateurs touristiques à minima nationaux voire internationaux autour de la table. Et ça c'était la vision de départ. Voilà. Donc je sais plus pourquoi on en arrive là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un fonds. On est dans la tendance du moment, c'est-à-dire que certes on est un opérateur national, certes on met des grandes causes nationales, mais on va permettre également de faire du mécénat de proximité décentralisé. C'est-à-dire que c'est pas nous, on incite à faire, mais ensuite, c'est pas nous qui déterminons les causes que veut porter un territoire. C'est Mhm. ses causes à lui. Et tous les territoires n'ont pas les mêmes causes. C'est pas nous qui allons donner de l'argent. C'est pas nous qui allons chercher les mécènes. C'est le territoire qui va faire en sorte de construire son système de mécénat en allant chercher des entreprises, en allant chercher des grandes fortunes qui habitent sur leur territoire, pourquoi pas en incitant les habitants ou les touristes visitant leur territoire de faire un appel aux dons. Donc ils ont juste, entre guillemets, à se concentrer sur quelles sont mes causes quel est mon écosystème de mécènes potentiels. Voilà. Ils ne peuvent même pas être opérateurs. Voilà. Et nous, on leur apporte à la fois déjà l'envie d'eux au départ, la connaissance, on leur apporte le véhicule juridico-financier. Il n'y a pas de rapport d'activité à faire, il n'y a pas de compte à tenir, c'est nous qui le faisons. Il n'y a pas de, il y a pas de recherche juridique à faire sur, ok, est-ce que c'est de l'intérêt général ou pas, parce que la frontière des fois est fine. Il n'y a même pas à porter la responsabilité juridique. C'est moi personnellement qui porte la responsabilité vis-à-vis de l'administration fiscale de toutes les opérations qui sont faites en France. Et c'est génial. C'est génial pourquoi? Parce que on a des exemples, mais insoupçonnés, de diversité de ce qu'on peut faire avec du mécénat de proximité. La Somme, j'adore cette opération. La Somme, le comité départemental du tourisme de la Somme a lancé une opération qui s'appelle Somme Battlefield for Peace. Leur slogan, c'est se souvenir pour agir. Ils font du tourisme de mémoire. Eh ben, au lieu de faire du tourisme de mémoire, entre guillemets, passif, c'est-à-dire juste se remémorer, qui est extrêmement important, c'est ils disent, OK, on va transformer le souvenir en action. Et donc, ils montent des opérations, des événements pour collecter des dons. Et ces dons vont vers Handicap International qui œuvre sur les terrains de guerre, souvent après les conflits,
pour pouvoir venir en aide aux victimes et les plus défavorisés parmi les défavorisés. C'est un exemple mais personne n'aurait pensé à faire ça. Ouais. Euh, L'Occitanie est plutôt sur le tourisme social et je l'ai déjà dit, c'est un enjeu qui est extrêmement important. On a des gens qui travaillent sur Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, tout un programme autour du bien-être parce que c'est leur positionnement, mais le bien-être pour tous. C'est extraordinaire l'ingéniosité qu'on peut avoir dans le tourisme pour pouvoir trouver des sujets qui portent, qui sont importants et qui sont propres à un territoire. Et c'est toute la beauté du mécénat de proximité. C'est un peu comme ce qu'on assiste nous en tant que consommateurs, où on nous pousse, et on n'a pas trop besoin de nous pousser sur la consommation en circuit court. Ben là, on est sur la même chose. Il y a une vraie tendance à ce que les sociétés, le particulier, aident, en plus des grandes causes nationales, le cancer, les victimes de violences, etc., etc. Les Français sont généreux, les chiffres le montrent, y compris en période de troubles comme aujourd'hui. Il y a une vraie générosité. Et donc, aujourd'hui, on élargit la palette. Il y a la générosité pour les grandes causes nationales et on peut également aider des sujets, des projets sur mon territoire, là où je vis, pour les populations que je côtoie. C'est sympa. Alors, je vais réutiliser un terme que tu utilises pour Essentiel, un véhicule. Et j'ai l'impression, en écoutant les différentes actions, histoires que tu nous partages, il y a des ouvertures et de sortir un peu des schémas traditionnels et aller vers un tourisme. Je trouvais que par rapport à ton exemple de la Somme, un tourisme réflexif, mais ça peut être aussi un tourisme porteur de sens, etc. Et toi, étant président de ce fonds de dotation, euh, quel impact ça a sur toi, justement, de voir toutes ces petites idées émerger dans différents territoires de France? Est-ce que tu dis, waouh, c'est génial, ça me donne la banane, il y a plein de trucs à faire? Évidemment, évidemment, mais c'est pas l'impact sur moi qui est important. Ce qui est important dans cette histoire, comme tu le disais, c'est ouvrir un nouveau champ des possibles. Euh, Alors déjà, ne pas croire que les opérateurs touristiques ne se soucient pas de leur impact environnemental. Là aussi, hein, on a l'impression qu'on a découvert ça il y a 2, 3 ans. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est simplement que peut-être on attendait d'être attaqué pour dire bon, arrêtons maintenant d'être sur la défensive sur ces sujets. Montrons déjà ce que l'on fait depuis bon nombre d'années et endossons notre responsabilité et accélérons le mouvement. Donc ça, c'est le premier point. Et donc du coup, on ouvre un nouveau champ des possibles. On enrichit la mission des uns et des autres, on permet de le faire à des conditions économiques plus avantageuses. Parce que quand tu demandes à une entreprise de t'aider sur une opération touristique qui semble avoir du sens, par exemple, tiens, je suis un office du tourisme et je vais organiser un ramassage des déchets, une journée ramassage des déchets, je vais faire ça dans la bonne humeur et la convivialité, et je vais demander aux habitants, aux touristes, etc. et tout, et ça se fait, hein, en fin de saison de montagne, ça se fait beaucoup. Ok, tu vas chercher, bon, ça coûte un peu d'argent, tu veux faire un truc sympa, tu veux avoir un peu de matériel, etc. et tout, tu vas avoir une entreprise, il lui faut 10 000 euros. Ok, de manière classique, ça lui coûte 10 000 euros. En passant par le véhicule essentiel, ça lui coûte 4 000 euros. Mmh. Puisqu'elle récupère un avantage fiscal de 6 000 pendant les 5 années à venir. Voilà. C'est pas 5 fois 6 000, hein. Ça veut dire que si sa première année, elle fait pas de bénéfice, donc il n'y a pas d'avantage. Si la deuxième, la troisième, la quatrième ou la cinquième, elle fait du bénéfice, et ben des impôts qu'elle aura à payer, elle pourra déduire cette somme. Donc il y a un vrai avantage, il y a une incitation. Voilà. Au-delà de l'aspect financier, cette entreprise, ça va permettre vis-à-vis de ses collaborateurs de dire, vous savez, nous on finance un programme de ramassage des déchets. Et vous, en tant que salarié, je vous incite ce jour-là à aller, et je vous donne même une journée pour que vous alliez aider, etc. et tout. Donc on rentre dans une spirale virtueuse que tout le monde recherche aujourd'hui. Donc moi, je peux te parler de la marque employeur, je peux te parler de la filière employeur, et quelque part essentiel, mais aussi un véhicule à favoriser aussi ces sujets-là. Euh, donc on se réjouit de ça, c'est concret, c'est positif, c'est un véhicule qui peut être utilisé, c'est un véhicule qui a été complexe à monter. On porte la responsabilité et je la porte en premier chef.
pour pas faire n'importe quoi, voilà. Et on a une stratégie d'open source. Voilà, c'est-à-dire qu'on veut pas être Essentiel disparaît quand on crée un fonds de dotation. C'est pas là on en parle parce que pour faire en sorte que les personnes qui nous écouteront aient envie mais Exactement. on leur met à disposition. Et l'open source c'est quoi? L'open source c'est je te donne un bout de code pour l'informatique, à toi de retravailler ce code pour imaginer une nouvelle fonction auquel moi soit j'aurais pas pensé, soit j'ai pas le temps, etc., etc. C'est ça l'open source. C'est beaucoup plus qu'une démarche participative. Et c'est ce qu'on souhaite à faire avec Essentiel. C'est une stratégie d'open source. Je te crée des conditions moi j'ai un bout de code, c'est tout. Je m'efface derrière. Voilà. Quand tu regardes le fonds Occitanie, c'est oxygène. Quand tu regardes le fond Aix-les-Bains Riviera des Alpes, c'est Aix-les-Bains le fond Aix-les-Bains Riviera des Alpes. Quand tu vois Savoie-Mont-Blanc, c'est demain Savoie-Mont-Blanc. Quand tu vois le CDT de la Somme, c'est Somme Battlefield for Peace. Donc nous, on est un peu comme une marque blanche. On s'efface. On veut pas retirer une gloire. Nous, notre fierté collective, pas la mienne, de l'équipe, c'est dire bah tiens ouais cette histoire, ça prend, ça avance, ça donne de l'énergie aux uns et aux autres. Et notre plus grande fierté, c'est de voir des personnes à la tête de ces fonds, créant ces fonds, qui montrent une énergie, un engagement aussi, voire plus fort que celui que nous avons. Et on est ravis de commencer à se décaler, et voir de disparaître et de s'occuper de l'intendance. Voilà. Et voilà. Et c'est ce que j'ai ressenti. La semaine dernière, j'étais au comité de pilotage de l'Occitanie, présidé par Vincent Garel, qui est aussi le président du comité régional du tourisme et des loisirs de l'Occitanie. Eh ben, il préside son fonds, il harangue ses mécènes. Jean Pinard aussi fait la même chose. Sophie qui est à la manœuvre au plan opérationnel. Et on voit une équipe qui met beaucoup d'énergie. Ils ont quand même, en quelques semaines, ils ont rassemblé 150 000 euros de dons. Wow. Et en quelques semaines. Aujourd'hui, on pourrait aussi parler des modèles économiques de nos organisations de promotion touristique qui sont mises à mal avec la raréfaction de l'argent public. Donc du coup, je pourrais aussi te parler de dire que Essentiel, c'est aussi une manière de réinventer son modèle de financement. Mmh. Ouais. Donc tu vois qu'on peut tirer la branche, l'intérêt général pour soutenir les visions dans le tourisme durable, la valorisation de la filière pour soutenir la marque employeur, le modèle économique revisité au travers du mécénat. On peut tirer comme ça beaucoup de ficelles et c'est la raison pour laquelle on croit véritablement dans le véhicule que nous mettons en place. Il y a 3 conditions, François, pour que ça Ouais. réussisse. Il y en a 3. On les a maintenant, au bout de presque 3 ans, on les a décelés. La première condition, c'est que ça s'inscrive dans une vision stratégique. Si je veux créer un fonds, voilà. C'est pour ça que je te dis, je peux te parler de manière émotionnelle, des gens qu'on a fait partir en vacances, etc. C'est surtout eux qui pourront mieux en parler. Mais ça ne suffit pas. L'émotion ne suffit pas pour que ça dure dans le temps. Donc, il faut que ça s'inscrive dans une vision stratégique. Et quand ça s'inscrit dans une vision stratégique, ça veut dire qu'on met des leaders, et il faut toujours des leaders pour que ça voie le jour. On met des leaders autour de la table. Mmh. On croit au facteur temps. On a une vision dans le temps. Et puis, on met des ressources derrière. Voilà. On dit, OK, si c'est stratégique, on met de la ressource. Donc, il faut que ça s'inscrive dans une vision stratégique. Il faut identifier un écosystème potentiel de mécènes. Voilà. Si vous dites, tiens, je vais avoir 1000 euros par-ci, 1000 euros par ça. Nous, on dit souvent, la taille critique, c'est 50 000 euros pour commencer à peser. Voilà. D'accord. Et après, effectivement, je reparlais, il faut mettre de la ressource, un peu de ressources, parce que l'argent tombe pas du ciel, parce qu'après, il faut aussi piloter les actions qu'on va mettre en œuvre. Donc, on se dit, à partir d'un mi-temps, on peut faire des choses. Donc, une structure, elle doit se dire, OK, est-ce que c'est stratégique? D'accord. Si c'est stratégique, ça va être porté, y compris par mes élus quand je dépends d'élus. Est-ce que j'ai un écosystème de mécènes? OK. Est-ce que je suis capable dans ma structure de dédier un mi-temps? Voilà. Et certaines structures ont fait le choix d'embaucher. Voilà. On peut faire aussi appel à du mécénat de compétences. Hein. Là, on parle beaucoup d'argent. Le mécénat,
c'est soit de l'argent, du numéraire, du don, soit du mécénat de compétences. C'est-à-dire que une structure peut dire, tiens, je vais proposer à un fonds cette personne, je vais continuer à la rémunérer, et moi, c'est de la compétence. Ou nous, on a fait appel à du mécénat de compétences pour du juridique. Il y a des gens actuellement qui travaillent sur un très gros projet, mais ça, je pourrais pas t'en parler. Et on en parlera. Ça sera l'épisode 3, tu verras. C'est magnifique. Mais c'est des avocats qui travaillent sur le sujet gracieusement. C'est du mécénat de compétences. J'ai des agences de com qui travaillent pour nous gracieusement. C'est du mécénat de compétences. Et elles auront un reçu fiscal qui va leur permettre de faire la déduction. Voilà. D'accord. Et puis après, il y a de l'apport en nature. Sur certaines opérations dont je t'ai parlé, il y a Vacances par exemple, ou VVF, qui nous ont donné des centaines de nuitées à destination de personnes défavorisées. Ça, c'est du mécénat en nature. Donc, quand on réagit sur aux 50 000 euros qu'il nous faut, on n'est pas simplement dire, waouh, trouver 50 000 euros en numéraire, ça va pas être facile. Ah non, mais ça peut être du don en nature, ça peut être du don en compétences. Voilà, tout ça peut aider, quoi. D'accord, très intéressant. Tu me disais que vous veniez d'officialiser un partenariat avec ADN Tourisme. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui. C'est quoi exactement? Bah, simplement, c'est faire en sorte au travers de la signature d'une convention, il y a deux axes. Il y a le premier axe. Enfin, pour moi, il y a un premier sujet qui est la reconnaissance par une organisation qui est celle-ci, qui est une organisation qui est très importante en France, hein, qui est la reconnaissance qu'Essentiem est un véhicule sérieux, national, et qui est devenu un opérateur dans le monde du tourisme avec sa singularité. Voilà. Et ça, en 3 ans, on en est fier. Voilà, Bravo. il y a des grosses organisations. Non, mais c'est vrai parce que voilà, il y a France qui a son métier, il y a bien sûr ADN. On pourrait parler d'ATD, qui est une organisation, une association extraordinaire. Et puis ben voilà, il y a le véhicule essentiel qui rentre dans ce concert-là et qui a été identifié. Donc pour nous, ça c'était important. Et c'était important que ça n'arrive pas trop tôt parce que ça aurait été sur la base de la bonne foi. Là, on arrive avec des premières actions très très concrètes. Le deuxième sujet, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est porter un Mmh. discours, le permettre de le porter au plus grand nombre pour donner l'envie, cette fameuse stratégie de l'open source. Lors de cette signature de convention, l'après-midi même, on avait un atelier. On avait prévu de recevoir une centaine de personnes. On en a eu 120 ou 130. La salle était comble. Donc, on était très content que ça intrigue ou qu'il y ait de l'intérêt. Et on espère que ça va susciter des envies d'aller plus loin sur ce sujet-là. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième, c'est un des intérêts du partenariat. Et le troisième, c'est ADN a envie de prendre ses responsabilités et a envie de mener des grandes causes. Voilà. Et donc, ils réfléchissent à des opérations d'envergure qui pourraient être menées et traitées par l'ensemble des offices du tourisme pour pouvoir, je dirais, agir très très concrètement. Et là, c'est pas ça qui manque. Hein. Je parlais Mmh. je sais pas moi, le ramassage des déchets par exemple, qui est un vrai sujet. Voilà, bah, ça serait facile de faire la journée nationale portée par ADN Tourisme ou avec la force, l'impact des offices du tourisme par exemple, qui a un maillon local qui est juste extraordinaire, aidé par les CDT, aidé par les CRT, on peut monter des opérations à fort impact et pilotées par ADN. Alors, j'aimerais qu'on termine cette interview avec l'histoire que tu m'as racontée, qui m'a beaucoup touché. Déjà parce que je suis très engagé avec les jeunes, à travers les métiers du tourisme, etc. Et surtout des jeunes qui viennent soit d'endroits défavorisés, qui sont en décrochage scolaire, ou alors des jeunes étudiants qui ont la chance d'être dans des écoles de tourisme en France et d'imaginer une carrière, etc. Et puis tu m'as raconté une histoire d'un projet justement qui est Essentiem à développer en Afrique du Sud. Et moi, qui m'a donné vraiment la banane, quoi. Je veux dire, ce qui m'a inspiré. Je me dis, c'est génial, etc. Tu pourrais nous le partager justement pour finir sur une note positive, très positive. J'espère que l'ensemble était positif, hein, mais celle-ci, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire et et tu sais, les choses extraordinaires, il faut les vivre dans sa chair.
Et j'ai eu la chance d'avoir été invité en Afrique du Sud pour voir cette opération. Et j'ai eu la chance, en 2 jours, de vivre ce projet, tout simplement. En 2 jours. Je vais partir de ce que j'ai vécu et t'expliquer le projet. Au travers de ce voyage en Afrique du Sud, on est allé dans un township. On est rentré dans une baraque en tôle. On a vu ce que c'était qu'une famille, une mère, une tante, un enfant dans une baraque en tôle, avec un enfant comme ça, vu d'extérieur, qui avait pas l'air malheureux, mais qui ne faisait rien, parce qu'aucun avenir. Et je te parle même pas des conditions dans lesquelles ils vivent. Je te parle même pas des conditions dans lesquelles ils peuvent se nourrir ou pas. Je te parle de simplement de pas avoir de projet. J'ai 15 ans, j'ai 16 ans, j'ai pas de projet. D'accord? Ça, c'était le samedi. Le dimanche, on avait un autre programme. Le dimanche soir, on rentre auprès de l'écologe qui porte ce programme, qui porte le projet dont je vais te parler. On voit ce même gamin en uniforme en train de servir des clients. Ce gamin, en 24 heures, il est passé d'une absence totale d'avenir à je t'ouvre la porte à un pied dans son futur. Ce gamin, il va être formé. C'est pas juste je suis devenu serveur, c'est pas ça l'histoire. Il va être formé de manière théorique et de manière concrète, puisque le projet Nukakama et voilà, il a démarré depuis bon nombre de mois. C'est une réalité où aujourd'hui 20 jeunes sont extirpés des townships. On les forme théoriquement, pratiquement, et en quelques mois, ils sont en capacité de être cuisiniers, servir, faire le service de chambre, etc., etc. L'ensemble des métiers du tourisme, d'accord. Ils ont un salaire. Ce salaire, il leur sert pas que. Ils ont un salaire, ils ont un avenir. Ils reprennent confiance en eux, etc., etc. C'est très très concret. Ça répond à une demande. Il y a de la demande, c'est-à-dire la pénurie de métiers touristiques que nous connaissons partout en Europe ou dans le monde, c'est la même chose en Afrique du Sud. La différence, c'est que eux, ce type de métier, ce type d'opportunité, c'est une question de survie et d'avenir. Ça n'est pas chez nous. Je suis un jeune, je dis bon non, j'ai pas envie de travailler dans ce domaine-là, c'est trop compliqué, c'est trop voilà, pour des tas de bonnes raisons. Il n'y a pas de jugement de ma part. Là-bas, c'est simplement si jamais je pouvais bosser, ce serait juste extraordinaire. Et il y a un vrai besoin, c'est-à-dire qu'il y a un engagement dans ce projet-là qui consiste à dire je te sors d'où tu es, je te forme, tu mets en application, je serai dur avec toi pour te former et tu as un job à la fin. Tu as un job, c'est concret. Ton début d'avenir est tout tracé. Voilà, j'ai une promesse d'embauche derrière. Et l'idée de ce projet, c'est comment je passe à 20 jeunes par an à 120 dès l'année prochaine. Et pour ça, il faut construire une école et il faut 200 000 euros. Donc, c'est très, très concret. Et donc, du coup, Essentiem, nous supportons ce projet à 2 niveaux. Un, nous hébergeons une association en France autour du savoir-faire pour pouvoir collecter des dons. Voilà. Et donc, nous faisons toute la démonstration dont je viens de te parler. Donc, nous avons ouvert, utiliser Essentiem comme un véhicule de mécénat. Nous-mêmes avons fait un don. Notre conseil d'administration a décidé de faire un don de 10 000 euros pour amorcer la pompe sur ces 200 000 euros, pour dire on y croit, on apporte quelque chose. Et puis après, il y a toute une opération, y compris de crowdfunding, pour dire faites 10 euros, 20 euros, comme on le connaît sur des tas de projets. Voilà, il est extrêmement concret, très très concret. Il a un impact fort, c'est mesurable. Il y a des grands chefs français poussés par Christophe Marguin qui vont aller en Afrique du Sud parce que c'est pas de la formation à minima.
c'est les critères de formation. Les personnes qui portent ce projet sont venues en France, rencontrent aussi des gens de la formation en France pour avoir un niveau international de grande envergure. Voilà. Bah écoute, bravo. Ça me touche beaucoup ce genre de projet. Et je trouve que c'est la beauté aussi du tourisme, c'est qu'on peut avoir des impacts sur tellement de gens et des impacts positifs. Et je crois qu'on en a besoin de les mettre en avant, de les partager. Et puis, moi, ce qui me plaît beaucoup dans tout ce que tu nous as raconté durant cette interview, c'est aussi toutes ces nouvelles opportunités qui sont en train d'émerger et de transformer naturellement le secteur du tourisme vers un tourisme, moi, qui me plaît et qui m'attire. Donc, bravo et merci beaucoup, Lionel, pour ce temps passé ensemble. J'espère qu'on se retrouvera d'ici 3 ans pour voir un peu ce qu'il en est, mais continuez en tout cas, ne lâchez rien. Bravo aussi à tous les partenaires qui sont derrière vous, qui vous soutiennent, et à toutes les équipes, parce que c'est vrai que c'est une aventure collective, et donc il y a des gens qui croient vraiment en Essentiem et qui le soutiennent de différentes manières. Donc bravo et merci beaucoup. Et t'en fais partie, François. Prendre du temps, demander à ce qu'on puisse expliquer l'histoire, t'apportes ta pierre à l'édifice. Avec tes moyens, avec ta spécialité, tu fais partie de l'aventure. Donc merci à toi aussi. Ben, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Je te souhaite une bonne journée. Merci François. À bientôt. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.